Et bonjour, bon midi tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous ce midi pour vous parler d'une problématique que je trouve vraiment importante, la continuité intergénérationnelle de la maltraitance. Je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt aussi, compte tenu du nombre de personnes qui sont présentes en ce moment. Donc, c'est bien, je suis contente de voir ça. Donc, peut-être rapidement me présenter avant de rentrer un peu dans le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis professeure à l'Université McGill en Counseling Psychology. Je suis aussi psychologue clinicienne. Je travaille principalement avec des adultes. Au niveau de ma recherche, j'ai travaillé beaucoup sur la question de l'agression sexuelle envers les enfants, la maltraitance. Puis depuis que j'ai commencé à McGill, donc en 2018, je suis une nouvelle prof quand même. C'est vraiment la question de la continuité intergénérationnelle de la maltraitance que j'ai décidé d'explorer davantage. Donc, je suis contente de vous parler de cette thématique-là aujourd'hui. Alors, au niveau du contenu de la présentation, je vais commencer par vous présenter quelques définitions, juste pour qu'on s'assure d'avoir un peu un langage commun sur lequel on s'entend par rapport aux thématiques abordées. Ensuite, on va regarder un petit peu les données de prévalence qui sont disponibles pour la problématique de la continuité intergénérationnelle. Ensuite, on va passer plus au niveau des mécanismes sous-jacents. On va essayer de comprendre comment ça se fait que ces situations-là se produisent, qu'il y a une continuité comme ça qui se passe. Donc, en premier, on va regarder ça sous l'angle des modèles théoriques. Donc, quels modèles théoriques ont été mis de l'avant pour essayer d'expliquer ces phénomènes-là. Puis ensuite, dans le volet facteurs de risque et de protection, je vais plus spécifiquement regarder avec vous qu'est-ce qui a été identifié dans les études empiriques. Donc, vraiment, là, dans les études auprès de participants qui ont essayé de documenter différents facteurs qui semblent importants dans ces cycles-là. Puis, je vais brièvement terminer avec un peu des implications de tout ça en ce qui concerne la prévention et l'intervention auprès des familles à risque. Donc, première définition, je pense que pas mal tout le monde, probablement ici, est assez familier avec la notion de maltraitance envers les enfants, mais je voulais quand même m'assurer de présenter ça étant donné que c'est assez central comme thème dans la présentation. Donc, ici, c'est la définition de l'Observatoire des tout-petits. La maltraitance à l'endroit des enfants inclut toute forme de négligence ou d'abus pouvant avoir des conséquences sur la sécurité, le développement ou l'intégrité physique ou psychologique d'un enfant. Il peut s'agir autant de l'absence de réponse à ses besoins que d'actes dirigés contre lui. Donc, on a à la fois la notion d'actes d'omission et de commission qui peuvent être présents quand on parle de maltraitance. En ce qui concerne les formes plus spécifiques de maltraitance qui sont considérées, on va parler par exemple de la négligence, des mauvais traitements psychologiques ou de l'abus psychologique, les abus, l'agression sexuelle, les abus physiques, puis l'exposition à de la violence conjugale. Maintenant, au niveau vraiment des définitions plus spécifiques à la continuité, je voulais apporter cette distinction-là ici entre continuité et transmission intergénérationnelle. Ce n'est pas nécessairement une distinction que tous les chercheurs, les intervenants font dans le domaine, mais je trouve que cette distinction-là est intéressante. Elle a été suggérée par Berlin et ses collègues en 2011. Donc, selon cette définition-là, quand on parle de continuité intergénérationnelle, on parle d'un parent qui est victime de maltraitance, qui a été victime de maltraitance en son enfance, qui a un enfant qui est également victime de maltraitance, sans égard à l'identité de l'abuseur. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement le parent qui a été victime de maltraitance qui est celui qui commet la maltraitance envers son enfant. Ça, c'est la définition de la transmission intergénérationnelle, où là, on est vraiment plus dans un cycle direct où le parent victime de maltraitance devient un parent maltraitant envers son ou ses propres enfants plus tard. Donc, on peut voir que la notion de continuité intergénérationnelle est un peu plus englobante, un peu plus large, inclut à la fois les phénomènes de transmission, donc les cycles qu'on pourrait dire de victime à agresseur, que les cycles plus de victime à victime, dont l'exemple qui est présenté ici sous continuité intergénérationnelle. Donc, par exemple, une mère qui aurait vécu une agression sexuelle durant son enfance et qui a un enfant qui subit également une agression sexuelle, mais d'un abuseur extrafamilial ou de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle n'est pas l'abuseur de son enfant.
Un exemple de transmission intergénérationnelle serait par exemple un père abusé physiquement dans son enfance qui serait à son tour négligent envers son ou ses enfants plus tard. Donc, vous allez voir que je vais parler un petit peu des deux ici, mais je parle plus de la continuité intergénérationnelle étant donné que c'est un peu plus large, puis peut-être un peu plus complexe aussi, là, surtout quand on est dans la compréhension des cycles de victime à victime, qui est un petit peu plus complexe et différente de la compréhension des cycles de victime à agresseur, par exemple. Ensuite, une dernière distinction aussi pour un peu montrer qu'est-ce qui est englobé dans la notion de continuité intergénérationnelle. Okay? C'est la notion de continuité homotypique versus hétérotypique. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme terme, mais c'est assez simple ce que ça veut dire. Donc, quand on parle de continuité homotypique, on parle de l'enfant et le parent qui sont victimes de la même forme de maltraitance. Okay? Donc, une mère et son enfant sont victimes de maltraitance dans l'enfance. Ou la mère victime d'agression sexuelle qui, plus tard, son enfant se retrouve à être victime d'agression sexuelle. Si on parle de continuité homotypique. Mais il existe aussi des formes de continuité qu'on va dire hétérotypiques. Donc, où est-ce que l'enfant et le parent ont été victimes de maltraitance tous les deux, mais de formes distinctes de maltraitance dans l'enfance. Par exemple, une mère négligée dans son enfance qui aurait rendu plus tard à l'âge adulte un enfant qui est victime d'agression sexuelle. Donc, ça couvre toutes sortes de types de trajectoires parents-enfants, la question de la continuité intergénérationnelle. Puis c'est important de garder cette complexité-là en tête quand il y a le temps de comprendre un petit peu l'état des lieux à ce sujet. Donc, maintenant qu'on a établi un peu les bases au niveau des définitions, je voulais vous parler un petit peu des données de prévalence. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'ampleur de la situation? À quel point est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent, pas très fréquent, qu'il y a continuité ou transmission intergénérationnelle de la maltraitance? Mais avant de vous donner des données un peu plus spécifiques d'études, je pense que c'est important de mentionner qu'il n'existe actuellement aucune donnée populationnelle fiable sur l'ampleur de ce phénomène-là au Canada ou au Québec. Et je dirais même ailleurs dans le monde. C'est très, très rare qu'on ait des données populationnelles exhaustives sur ce sujet-là. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, l'absence de données là-dessus. Il y a la complexité de la problématique. Par exemple, dès qu'on rentre dans des dynamiques intergénérationnelles, on a deux générations à couvrir, là. On a la période 0-18 ans du parent, la période 0-18 ans de l'enfant, si on veut vraiment couvrir l'ensemble des formes de maltraitance dans l'enfance. Puis, il faut avoir des données pour les deux générations. Donc, on peut facilement parler d'obtenir des données sur des périodes de 50 ans pour être capable de vraiment avoir un portrait clair. C'est aussi toutes sortes d'enjeux au niveau de la mesure. Comment est-ce qu'on mesure les formes de maltraitance? Est-ce qu'on utilise des données auto-rapportées, rétrospectives, ou on utilise des données officielles, des services de protection de l'enfance, par exemple? Toutes ces choses-là vont avoir un impact là, sur les résultats qu'on obtient, sur la fiabilité ou à quel point c'est exhaustif ou non les résultats qu'on obtient. Il y a des chercheurs du domaine qui estiment que quand on parle de transmission intergénérationnelle, donc là vraiment des dynamiques de victimes, de parents victimes qui deviennent des parents maltraitants, on serait autour de 30% de prévalence, de transmission intergénérationnelle. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit plus élevé si on inclut toute la continuité, donc aussi les cas où un parent victime de maltraitance a un enfant qui est victime sans que ce soit lui-même l'abuseur. Donc, on estime que la prévalence réelle serait autour de 30% pour la transmission, mais encore là, c'est des estimations. On n'a pas vraiment de données, beaucoup de données fiables pour être capable de vraiment être très, très convaincu finalement de nos informations. J'ai quand même décidé de retirer quelques données d'études qui en lien avec la prévalence de la continuité intergénérationnelle que je trouvais qui étaient peut-être plus intéressantes. Une notamment parce que c'est des données canadiennes, même québécoises, je crois qu'elle a été publiée il y a plusieurs années, là, en 2003. Mais quand même, c'est quand même le fun d'avoir des données plus reliées au Québec, au Canada. Puis aussi, deux études américaines là, avec des échantillons qui étaient quand même assez larges, puis des devis qui étaient devis méthodologiques, donc des bonnes études bien faites.
Donc, si on regarde l'étude de Clément et Bouchard, par exemple, ce qu'on voit, c'est que ce qui avait été documenté, c'est qu'il y avait 2 fois plus de violences physiques sévères chez les enfants dont la mère rapporte avoir vécu de la violence psychologique dans son enfance. Donc, c'est quand même important comme phénomène. En même temps, c'est assez limité l'information qu'on a par rapport à cette étude-là parce qu'on parle juste de violence physique sévère chez l'enfant, de violence psychologique chez la mère. Donc, on est loin de couvrir là, toutes les formes potentielles de maltraitance chez la mère et l'enfant, mais bon, ça nous donne quand même une information pertinente. Cette étude-là avait quand même été faite auprès d'un échantillon, je crois, représentatif de près de 2500 familles. Ensuite, si on se tourne plus vers des données américaines, il y a beaucoup d'études sur la continuité intergénérationnelle qui proviennent des États-Unis, comme c'est le cas dans bien des domaines. Quand même quelques études aussi du Royaume-Uni. Mais ici, je vous parle plus spécifiquement là, de 2 études. Donc, il y en avait une qui montrait que 49,1% des enfants, donc près de 50% des enfants dont la mère a été exposée à de la violence conjugale dans son enfance, ont également été exposés à de la violence conjugale dans leur enfance. Donc, c'est quand même un taux élevé. Là, on est autour de 50% de continuité intergénérationnelle ici. Cette étude-là a été faite auprès de, je crois, près de 1300 mères. Ensuite, les 2 autres points, c'est la même étude qui avait été documentée un petit peu les trajectoires de négligence et d'abus physiques. Donc, ce qui avait été identifié dans cette étude-là, c'est que chez les mères qui avaient subi de la négligence, 23% ont été investigués pour négligence par les services de protection de l'enfance et 12% pour abus physiques envers leur enfant. Alors que chez les mères qui avaient été victimes d'abus physiques, 25% avaient été investigués pour négligence envers leur enfant et 20% pour abus physiques. Ce qui est important de mentionner, par contre, c'est que ces chiffres-là couvrent seulement une période de 5 ans de l'enfance des enfants. Donc, on ne couvre pas toute l'enfance de 0 à 18 ans des enfants. Donc, on pourrait s'attendre à ce que les chiffres soient encore plus élevés si on élargissait. Encore là, un échantillon assez important. Cette étude-là a été publiée en 2018. 1200 familles environ. Donc, encore là, des données très intéressantes qui nous montrent quand même l'ampleur et l'importance de ce phénomène-là, mais quand même limitées aussi au niveau de ce que ça nous dit. On est dans des types de maltraitance très spécifiques. Puis une période de vie assez petite là, pour l'enfant. Ici, je vais sortir un petit peu plus de détails sur une autre étude que je trouve qui, pour moi, est la plus solide, la plus forte là, au niveau d'essayer d'établir des données de prévalence populationnelle. Elle a aussi ses limites, mais quand même, le devis est très, très fort. Donc ici, c'est Putnam-Ornstein et ses collègues, ça a été publié en 2015. Donc, ils ont été chercher un échantillon populationnel californien de plus de 85 000 mères adolescentes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment aller chercher toutes les mères adolescentes qui ont donné naissance sur une période, je crois, de 2 ans ou 3 ans, à l'aide de données administratives là, des services de santé et des services de protection de l'enfance. Les critères d'inclusion, c'était que les mères devaient avoir entre 15 et 19 ans et être à leur première grossesse. Donc, c'était juste des femmes qui étaient dans leur première grossesse. Puis, ils ont couvert les 5 premières années de vie des enfants. Donc, encore là, on est limité, mais on a des données populationnelles pour un État au complet, la Californie. Puis, bien, les résultats principaux qui ont été ressortis de cette étude-là, que je voulais souligner ici, c'était que près de 36% des mères qui avaient un historique de signalement jugé non fondé voyaient leur enfant signalé en protection de l'enfance pour toute forme de maltraitance confondue ici. Donc, on n'est pas juste sur un type, là, on parle de n'importe quel type de maltraitance. Quand on regardait les mères avec un historique de signalement jugé fondé, donc un cas de maltraitance qui a été confirmé par les autorités puis jugé fondé, on était autour de 44,1% de ces mères-là que leur enfant était signalé dans les 5 premières années de vie. Donc, c'est quand même assez grand, assez important comme prévalence. C'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est une population vulnérable, une population plus à risque, les mères adolescentes. Là. Donc, les chiffres sont probablement plus hauts que ce qu'on aurait retrouvé dans un échantillon de mères adultes. Mais ça reste quand même très important. Puis, on voit que même les signalements jugés non fondés là, ont un impact. Puis bon, on sait très bien que
les signalements jugés non fondés, ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas eu de maltraitance, mais des fois, c'est simplement que ça n'a pas été, on n'a pas été capable de démontrer avec certitude que c'est arrivé. Donc, c'est ça, on n'a pas pu confirmer là, avec certitude que c'est arrivé. Dernier petit résultat en lien avec cette étude-là, donc les enfants de mères avec un historique de signalement jugé non fondé sont 2 fois plus à risque d'être signalés. Et c'est 3 fois plus pour les enfants de mères avec un historique de signalement jugé fondé. Donc, ces enfants-là sont quand même beaucoup plus à risque que les autres enfants, malheureusement. Donc, petit résumé pour le volet prévalence, ampleur du phénomène. La continuité intergénérationnelle de la maltraitance, elle existe. C'est un phénomène, je pense que pas mal tout le monde s'entend pour dire que ça existe, là. Mais l'ampleur exacte, elle est méconnue. Nous, on avait fait, là, je vous ai donné quelques résultats là, de certaines études spécifiques, mais dans le cadre d'une recension systématique qu'on a faite puis publiée en 2019, on avait été retirer un peu toutes les données de prévalence qu'on pouvait avoir au niveau de la continuité intergénérationnelle dans un échantillon de 51 études. Là. Je ne suis pas sûre que les 51 avaient des données de prévalence, parce qu'il y avait aussi un volet de documenter les facteurs de risque et de protection que je vais vous présenter plus tard. Mais quand même, les taux de prévalence variaient de 6,7 à 88 %, dépendamment des études. Donc, c'est vraiment, vraiment pas clair c'est quoi l'ampleur de ce phénomène-là. C'est sûr que, encore là, ce large étendue-là de prévalence s'explique par tout ça de facteurs. La grosseur de l'échantillon, la nature de l'échantillon, est-ce que c'est des populations à risque ou pas? Le nombre de formes de maltraitance qui est pris en compte. Est-ce que c'est juste une forme de maltraitance, plusieurs formes de maltraitance? Est-ce que les trajectoires homotypiques et hétérotypiques sont documentées ou juste les trajectoires homotypiques? Le type de données aussi, est-ce qu'on est dans des données rétrospectives, donc auto-rapportées sur la maltraitance en enfance, ou on prend des données officielles en protection de l'enfant? Donc, toutes ces variations-là d'une étude à l'autre font en sorte qu'on a des données très, très variables aussi là, par rapport à ce phénomène-là. Un autre constat qu'on doit faire, c'est qu'il y a peu de données populationnelles et exhaustives qui sont présentes. Les données qui sont disponibles sont généralement limitées en termes de population représentée. Donc, là, par exemple, l'étude de Putnam-Hornstein, qui est une très bonne étude, mais c'est seulement les mères adolescentes, puis seulement les 5 premières années de vie de l'enfant. Il y a aussi des enjeux au niveau de la diversité. Donc, c'est sûr que comme dans beaucoup de domaines de recherche, la diversité ethnique et culturelle n'est pas très, très bien représentée. Donc, à quel point est-ce que nos connaissances sont généralisables à tout groupe? Les études sont principalement américaines, bon, ces choses-là. Les formes de maltraitance aussi qui sont considérées, comme je disais, puis les types de trajectoires encore là, comme j'ai déjà mentionné. Donc, il s'agit d'un phénomène qui est très difficile à quantifier, mais je pense que c'est important de poursuivre les efforts dans ce sens-là, étant donné l'importance pour la prévention de la maltraitance. Je pense que c'est quand même une thématique très, 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 très importante à bien connaître et à mieux documenter. Je vois que j'ai fait une petite erreur d'orthographe, si je m'excuse. OK. Donc, maintenant qu'on a un petit peu regardé c'est quoi qu'on connaît là, au niveau de l'ampleur de ce phénomène-là, on va rentrer un petit peu plus dans la discussion des mécanismes. Okay? Qu'est-ce qui explique que certaines familles se retrouvent dans des dynamiques où il y a continuité intergénérationnelle de maltraitance, d'autres familles, non? Qu'est-ce qui fait que certaines familles réussissent à s'extraire de ces cycles intergénérationnels-là, d'autres non? Donc, un petit peu essayer de comprendre les mécanismes, les facteurs de risque, les facteurs de protection. Je vais quand même prendre le temps ici de juste mentionner une chose très, très, très importante quand on aborde ces questions-là, puis qui est un peu sensible, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le blâme de la victime. Surtout quand on parle de continuité intergénérationnelle où, par exemple, le parent qui a été victime de maltraitance dans son enfance n'est pas celui qui abuse de son enfant plus tard. Donc, d'essayer de comprendre c'est quoi les facteurs de risque et de protection en lien avec ce parent-là qui se retrouve dans cette situation-là. Ça peut sonner comme si on essayait de blâmer la victime pour la maltraitance de son enfant, mais c'est vraiment pas ça l'idée. C'est toujours les personnes qui commettent les gestes de maltraitance qui sont les seuls responsables de ces gestes-là, et c'est super important aussi de comprendre qu'est-ce qui amène ces gens-là à poser ces gestes-là, de bien intervenir pour aider
les personnes maltraitantes à arrêter de maltraiter les enfants, tout ça. Donc, la prévention et l'intervention auprès de ces personnes-là est vraiment centrale. Puis l'idée, c'est pas de blâmer les victimes, c'est vraiment juste de comprendre un phénomène qui existe, qui est présent, puis qui n'est pas toujours clair, pas toujours facile à comprendre, pour se donner des outils supplémentaires en termes de prévention puis d'intervention. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. On va voir aussi que beaucoup de ces études-là permettent de mettre en lumière les besoins des parents qui ont vécu différentes formes de maltraitance dans leur enfance. Donc, c'est aussi un peu pour advocate, comment dire, j'ai le terme anglais qui me vient, mais un petit peu comme montrer l'importance d'offrir des services, d'aider ces parents-là aussi, puis de leur donner les services dont ils ont besoin. Donc, voilà ma petite note avant de passer au mécanisme. Pour ce qui est des modèles théoriques, je vais vous présenter quelques modèles qui peuvent être utilisés pour comprendre ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun modèle à ce jour qui a été élaboré uniquement là, en lien avec la continuité intergénérationnelle de maltraitance, qui a été publié. Vous allez voir qu'à la fin de cette section-ci, moi, je présente un peu un modèle intégratif qu'avec une de mes étudiantes, on est en train là, de préparer un article pour soumission par rapport à ça, donc essayer d'intégrer les différents éléments des différentes théories utilisées pour faire un modèle plus ciblé sur la continuité intergénérationnelle. Mais il n'y a rien là, qui existe. Fait que les gens ont plus utilisé des théories existantes, par exemple les théories de l'attachement, pour essayer de comprendre ce phénomène-là, donc appliquer ces théories-là au phénomène. Donc ici, je ne veux pas vous faire une prévention exhaustive là, des théories, mais je voulais quand même vous parler de certains modèles. Le premier modèle qui a été beaucoup mis de l'avant, mais surtout en ce qui concerne la transmission intergénérationnelle. Donc, l'idée de comprendre comment un parent maltraité devient un parent maltraitant, c'est la théorie de l'apprentissage social. Donc, c'est assez logique, assez facile à comprendre. Un parent qui est maltraité, un enfant qui est maltraité par ses parents dans son enfance, apprend aussi à être un parent à travers ses expériences avec ses propres parents. Donc, il apprend que c'est peut-être normal de se faire discipliner de cette façon-là, ou que la violence, ça fait partie finalement de la relation parent-enfant, tout ça. Donc, il y a comme tout un apprentissage social qui se passe à ce moment-là. Puis, ben, cet enfant-là, quand à son tour devient parent, ben, reproduit les modèles auxquels il est exposé. Donc, moi, c'est comme ça qu'on a fait avec moi. Je vais faire la même chose. C'est assez facile à comprendre, assez logique. En même temps, ça n'explique pas les dynamiques de continuité plus larges, là, les cycles, comme on dirait, de victime à victime. Ça explique vraiment juste les cycles de victime à agresseur. Ça ne nous aide pas non plus à comprendre pourquoi, quand même si on prend le chiffre de 30% de taux de prévalence de transmission, comment ça se fait que 70% des parents qui ne vont pas répéter ça, qui ne vont pas reproduire les modèles avec leurs propres enfants. Donc, ça ne nous permet pas de comprendre ça. Donc, c'est assez limité au niveau de ce que ça peut nous apporter là, comme piste d'explication. Un modèle que je trouve intéressant, qui peut permettre à la fois d'expliquer la transmission, donc les cycles victime à victime et victime à agresseur, donc les deux formes de la continuité et la transmission, si on veut, c'est le modèle du trauma complexe. Donc, petite définition ici, qu'est-ce qu'un trauma complexe? Donc, un trauma complexe, c'est une exposition prolongée à des situations traumatiques interpersonnelles lors de périodes développementales clés. Okay, donc, on peut vraiment voir que la maltraitance, ça rentre tout à fait dans cette définition-là de trauma complexe. Okay? C'est un traumatisme interpersonnel qui s'inscrit dans la relation parent-enfant, en plus dans une relation hyper centrale pour l'enfant, une relation de dépendance, une relation de confiance. Ça se passe souvent de manière prolongée. Tu sais, c'est assez rare qu'un enfant va être victime d'abus psychologiques une fois. C'est généralement quelque chose qui se passe de manière répétée. La négligence, la même chose. C'est des choses qui se passent sur des longues périodes de temps. Et ça arrive dans des périodes développementales clés. Okay, l'enfance, 0-18 ans, c'est une période développementale très clé. Là. Il y a plein d'acquisitions qui se passent. Le développement est en ébullition. À l'intérieur de cette période-là, certains vont argumenter que la période préscolaire est peut-être particulièrement sensible et l'adolescence, donc il y aurait ces deux périodes-là encore plus sensibles. Donc, bref, maltraitance, c'est un trauma complexe. Puis les traumas complexes, selon ce qu'on connaît à ce jour, puis les modèles explicatifs, ça a de multiples impacts négatifs sur
différentes sphères de fonctionnement de l'individu, puis à long terme. Donc, ce n'est pas juste dans les quelques années qui suivent. Là, on parle d'impact jusqu'à l'âge adulte, puis qui peuvent durer toute la vie même sur les personnes. Des impacts au niveau affectif, identitaire, relationnel, même physiologique. Donc, il y a des études de plus en plus qui montrent comment le fait de vivre des traumas dans l'enfance, la maltraitance peut altérer le fonctionnement neurobiologique puis la physiologie. Donc, si on applique ça un petit peu pour comprendre la continuité intergénérationnelle, la maltraitance, bien, on pourrait l'illustrer comme ça. Donc, on a le trauma complexe qui survient dans l'enfance, la maltraitance, la négligence, l'exposition de la violence familiale, qui va avoir comme impact d'altérer des processus développementaux centraux, comme par exemple le développement de l'autorégulation, que ce soit l'autorégulation des comportements, de l'attention, des émotions. Donc, les personnes peuvent avoir des difficultés d'autorégulation suite à ça, puis ça a été bien documenté aussi dans les études empiriques. Altérer aussi au niveau du fonctionnement interpersonnel. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple tous les enjeux de santé mentale qui sont associés à la maltraitance, qu'on connaît, qui sont bien documentés aussi. La dissociation, les enjeux identitaires du concept de soi. Puis le fonctionnement interpersonnel aussi qui est altéré, qu'on parle par exemple de la relation d'attachement, la capacité à former un attachement sécurisant avec son parent et ultérieurement avec d'autres personnes importantes dans notre vie. Donc, tout finalement les impacts que la maltraitance a et qui sont bien connus sur le développement des relations aussi. Puis, ensuite, ces difficultés-là se poursuivent souvent jusqu'à l'âge adulte puis peuvent se transposer une fois que l'enfant devient un parent lui-même. Donc, une fois que la personne fonde sa propre famille, elle amène ces difficultés-là avec elle dans les cellules familiales, ce qui peut faire en sorte, par exemple, qu'on se retrouve face à une transmission intergénérationnelle, donc un parent qui va avoir des comportements abusifs envers son enfant. Par exemple, un parent qui a de la misère à réguler sa colère, qui a des problèmes d'impulsivité, qui va frapper son enfant, qui va hurler avec son enfant. Ou, de manière un peu moins directe, toutes ces difficultés-là d'autorégulation, santé mentale, difficultés d'attachement, tout ça, peuvent créer un environnement familial propice à ce que de la maltraitance arrive. Donc, où il y a plusieurs facteurs de risque qu'on connaît qui sont associés à la maltraitance. Et donc, l'enfant, même si ce n'est pas de la main de ce parent-là qui a vécu de la maltraitance, se retrouve à vivre de la maltraitance à son tour. Donc, ce modèle est très intéressant. Le modèle dont je vous parlais tantôt, qu'on a développé avec mon étudiante Carly Marshall, qu'on est en train de... Ça a été fait, en fait, suite à une recension systématique qu'on a faite des modèles théoriques pour expliquer plus spécifiquement les cycles victime à victime. Donc, les cycles de transmission ou plutôt de continuité où le parent maltraitant n'est pas nécessairement... plutôt le parent maltraité n'est pas nécessairement le parent maltraitant plus tard. Puis on a mis en lumière, là, je vous ai présenté juste 2 modèles, là, mais il y a plusieurs modèles qu'on a ressortis, comme je disais, des théories de l'attachement, théories écosystémiques, des théories plus neurobiologiques qu'on a pu recenser, qui étaient utilisées pour expliquer tout ça. Puis, en regardant un peu tous ces éléments-là qui étaient utilisés, on a ressorti des points clés. Donc, quelques variables qui ont l'air vraiment centrales puis vraiment clés dans les dynamiques de transmission et de continuité intergénérationnelle. Puis, sont illustrées ici. Donc, on a toujours au départ la maltraitance que le parent va subir dans son enfance, qui peut être associée au développement de toutes sortes de problèmes au niveau de la santé mentale, donc psychopathologie, que ce soit dépression, stress post-traumatique, anxiété, abus de substances, dissociation, etc., etc. C'est assez large comme catégorie. La maltraitance peut aussi altérer, comme on disait, l'attachement. Capacité à former un attachement sécurisant avec son partenaire amoureux, avec son enfant, excusez-moi. Et la flèche ici qui lie psychopathologie et attachement, c'est pour expliquer qu'il y a quand même une interaction entre ces aspects-là. Okay? Un parent qui va avoir, par exemple, des problèmes de santé mentale peut expérimenter plus de difficultés dans la relation d'attachement avec son enfant, et même dans sa relation d'attachement avec son partenaire amoureux, par exemple.
Et ces deux facteurs-là, donc la psychopathologie du parent, l'attachement, qui sont peut-être plus directement liés à l'historique de maltraitance, ben, à leur tour, vont avoir un impact sur le rôle parental. Le rôle parental, c'est très large. Donc, on parle de comportements parentaux, de discipline, d'attitude, de stratégie parentale, tous ces facteurs-là, la supervision que le parent va offrir. Donc, tout ce qui rentre dans le rôle de parent, ben, ça peut être influencé négativement par la présence de psychopathologie, par la présence de troubles de difficulté d'attachement. Et c'est cette variable-là du rôle parental qui, de manière plus proximale, donc plus directe, va être associée à la maltraitance de la seconde génération, soit sous forme de, comme je dis, le parent qui abuse de son enfant, mais ici, on s'intéressait plus à un contexte familial où la maltraitance se produit sans que ce soit nécessairement de la main du parent qui a un historique de maltraitance. Et juste pour terminer brièvement, en toile de fond, il y a aussi les facteurs environnementaux qui sont importants à considérer, que ce soit le contexte socio-économique, la culture, la vie communautaire dans le quartier, où est-ce que la personne vit, est-ce que c'est un endroit qui a plein de violence, tout ça. Puis, ben, les facteurs neurobiologiques aussi, là, qui peuvent avoir un impact à plusieurs moments dans ce cycle-là. Donc, maintenant qu'on a un peu fait le tour de théories qui peuvent nous permettre de comprendre ce phénomène-là, je voulais vous faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui a été identifié dans les études empiriques comme des facteurs de risque et de protection associés à la continuité intergénérationnelle de la maltraitance. Donc, petit élément de définition encore là pour qu'on soit tous s'entendre sur les termes qu'on utilise. Donc, facteur de risque, c'est un attribut, une caractéristique ou l'exposition d'une personne qui augmente la probabilité de continuité intergénérationnelle, tandis qu'un facteur de protection, au contraire, c'est des influences positives qui peuvent améliorer la vie des personnes, qui peuvent diminuer le risque de continuité intergénérationnelle chez une famille. Donc, ce qui est vraiment important de juste garder en tête, c'est qu'un facteur de risque n'est pas une condition nécessaire et absolue pour que de la continuité se produise. Un facteur de risque peut être présent, puis il n'y a pas de continuité intergénérationnelle et vice-versa. C'est vraiment plus qu'un facteur de risque quand il est présent, puis plus il y a des facteurs de risque, plus le risque augmente, sans nécessairement qu'il y ait une causalité ici. Puis, ben, l'inverse est vrai pour les facteurs de protection. Donc, ça, c'est juste pour illustrer, là, je ne prendrai pas le temps de regarder en détail, mais un peu le processus au travers duquel on a passé dans la recension systématique qu'on a faite, qui avait deux objectifs, comme j'ai mentionné précédemment, donc de documenter la prévalence, mais là, je vais me concentrer plus spécifiquement sur le deuxième objectif, qui est identifier les facteurs de risque et de protection associés à la continuité. Donc, on a commencé avec nos recherches dans les bases de données avec 3770 articles, qui, à travers toutes sortes de procédures d'élimination, ont été réduits pour inclure au final 51 études dans notre recension. Ça, je sais que c'est très petit. L'idée, c'est juste pour vous donner comme une vue d'ensemble un petit peu, puis après ça, je vais prendre le temps de regarder les différents niveaux, mais c'est pour illustrer un peu que finalement, les facteurs qu'on a identifiés pouvaient bien s'exprimer dans un modèle écologique avec des facteurs plus au niveau individuel, relationnel, contextuel, qui sont soit des facteurs de risque ou de protection. Comme on voit, les facteurs individuels et relationnels ont été beaucoup plus documentés que les facteurs contextuels, mais quand même, certaines études ont été regardées ça. Donc là, je vais passer à travers un peu, il y a beaucoup de facteurs là, qui ont été soulevés, c'est vraiment juste pour vous donner une idée, puis pour après ça orienter la discussion sur les implications pour la prévention et l'intervention. Puis vous allez voir les liens très clairs avec les modèles théoriques que je vous ai présentés aussi. Mais puis vous avez la référence à la fin aussi là, pour cette recension-là, si vous voulez prendre le temps de regarder plus en détail ou d'aller même dans les articles spécifiques qu'on a inclus. Donc, quand on regarde les caractéristiques individuelles des parents, ce qu'on voit qui a été documenté là, à travers les études, c'est toutes les questions de santé mentale, symptômes de stress post-traumatique, anxiété, dépression maternelle. Oui, aussi petit point. Je dis caractéristiques des parents, mais soyons clairs, la grande majorité des études sont faites avec des mères. On connaît très peu les facteurs plus paternels.
Certaines études incluent aussi des papas, mais quand même, c'est vraiment une grosse lacune dans nos études. Diagnostic psychiatrique à vie, consommation de substances. On rentre après ça dans les facteurs plus comme les biais de réponse agressifs des mères, l'attitude autoritaire des mères avant la naissance, la légitimité perçue de la violence subie. Donc, un parent c'est un parent maltraité dans son enfance, qui perçoit ça comme légitime. Pour lui, c'était correct que mon parent me batte ou me frappe ou me discipline de cette façon-là parce que je le méritais, j'étais un enfant difficile, ou c'est une bonne façon d'élever les enfants. Donc, le fait de percevoir ça comme légitime, bien, évidemment, c'est un facteur de risque pour que le parent répète ce genre de comportement. Pareil, des comportements antisociaux. Les jeunes mères. Donc, les mères qui ont un enfant en bas âge, mères adolescentes ou plus jeunes, c'est un facteur de risque. Au contraire, les mères plus âgées, dans une étude, je pense, ça avait été identifié comme un facteur protecteur. Bonne nouvelle pour les intervenants parmi nous. Participation à une thérapie était un facteur de protection. Donc, potentiellement que de résoudre son propre trauma, d'avoir le temps d'explorer puis d'apprendre à vraiment coper avec notre propre historique de maltraitance peut prévenir le fait qu'on se retrouve dans des cycles intergénérationnels et que ces cycles-là se répètent. L'autocontrôle était protecteur. Puis, de manière un peu surprenante, on ne sait pas trop comment utiliser ce résultat-là, mais la consommation de cannabis au début de l'âge adulte avait été identifiée comme protecteur. Donc, un jeune adulte qui consommait du cannabis avait moins de chances de reproduire ou de se retrouver dans des cycles intergénérationnels. Je ne suis pas sûre que je suis rendue à conseiller ça à mes patients, à mes clients, mais je le mets quand même parce que ça a été documenté. Et il y a certaines études qui ont regardé les caractéristiques des enfants, mais c'est très peu d'études. Puis, ce qui était ressorti dans certaines études, c'est que les enfants plus jeunes étaient plus à risque, les enfants qui avaient des problèmes de santé, puis les enfants qui étaient qualifiés de difficiles étaient plus à risque de subir de la maltraitance. Un autre gros volet qui est quand même beaucoup documenté, puis que beaucoup d'études ont mis en lumière, je regarde le temps, c'est les formes d'adversité, les formes de maltraitance vécues dans l'enfance du parent. Okay? Donc, par exemple, l'âge, pour une étude spécifique sur l'agression sexuelle, l'âge de la mère lors de sa propre agression sexuelle était un facteur de risque. En fait, les mères dont l'abus sexuel s'était produit avant l'âge de 6 ans ou pendant l'adolescence étaient plus à risque. Le fait que la maltraitance ne soit pas juste restreinte à l'enfance, mais se poursuive durant l'adolescence, c'est un facteur de risque. Le fait d'avoir un attachement insécurisant à ses propres parents dans l'enfance, le fait d'avoir vécu moins longtemps avec sa mère biologique, le fait d'avoir vécu d'autres formes d'adversité dans l'enfance, souvent conceptualisé avec le questionnaire ACE, là, Adverse Childhood Experiences, fait, par exemple, incarcération d'un parent, problème de santé mentale d'un parent, problème de consommation d'un parent, etc. Le fait d'avoir vécu des formes de maltraitance multiples était aussi un facteur de risque. Le fait d'avoir été témoin de violence conjugale, le fait d'avoir tenté de manière infructueuse d'obtenir de l'aide dans l'enfance. Donc, des mères qui disaient, qui expliquaient qu'ils avaient essayé à plusieurs reprises de crier à l'aide un petit peu, puis ils n'avaient pas reçu l'aide dont ils avaient besoin. C'était un facteur qui avait été associé à la continuité. Puis un facteur protecteur, c'était au contraire de finalement l'attachement insécurisant, mais le fait d'avoir une relation de soutien avec un adulte dans l'enfance. Ensuite, au niveau des facteurs relationnels, donc là, on est rendu plus à l'âge adulte. Donc, ce qui a été identifié, c'est les mères victimes de violences conjugales, c'est un facteur de risque. Les problèmes relationnels de la mère avec son propre partenaire amoureux. Ou au contraire, le fait d'avoir une relation soutenante et positive entre les parents ou la mère et son partenaire amoureux. Au contraire, l'isolement social, le manque de soutien. Ou de manière positive, la perception d'avoir un bon soutien social, ça peut être protecteur. Tout comme l'attachement présent à une figure parentale, puis le soutien reçu comme dans le moment présent de la part d'une figure parentale pour la mère. Ensuite, il y avait une étude qui avait regardé un petit peu les facteurs de perception que l'adolescent a. Donc, le fait qu'un adolescent percevait qu'il y avait une faible surveillance de la part de sa mère, c'est un facteur de risque. Le fait que l'adolescent percevait que sa mère avait une plus grande approbation de la sexualité, c'était un facteur de risque. Puis au contraire,
la perception d'efficacité communicationnelle que l'adolescente a face à sa mère était protecteur. De manière générale, les comportements parentaux inadéquats, la traduction que j'ai donnée pour poor parenting, c'est un facteur de risque. Les styles parentaux, comme par exemple un faible niveau de comportement autoritaire, mais seulement chez les Afro-Américains. Donc, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est que ça montre qu'il y a des facteurs culturels qui sont importants à considérer, ce qu'on ne fait pas souvent, ce qui n'a pas été souvent fait dans les études, mais que peut-être les facteurs de risque pourraient être différents là, en fonction des cultures et des groupes ethniques. Le stress parental. Puis, ce qui était protecteur, la chaleur maternelle, la relation adulte-enfant les relations adulte-enfant positives, le fait d'avoir un meilleur attachement à l'enfant, le fait d'avoir une plus grande satisfaction face à la parentalité. Et finalement, au niveau des facteurs contextuels, donc là, vraiment plus comme macro, un petit peu au plus large, les quelques études qui ont été faites à ce sujet-là montrent que l'exposition de l'enfant à de la violence dans la communauté, c'est un facteur de risque. Les événements de vie stressants autres là, vécus par le parent, le fait d'habiter avec un adulte violent ou que la mère ait un partenaire avec un historique d'arrestation criminelle, ce qui peut sembler assez logique. Le stress financier dans la famille, puis au contraire, au niveau protecteur, le statut socio-économique élevé. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, qui ont documenté toutes sortes de facteurs, de toutes sortes de façons. Donc, ça nous donne quand même une bonne base, mais il y a quand même beaucoup de variabilité dans la qualité des études. Puis, il y a beaucoup d'études qui n'étaient pas de très haute qualité là, en termes d'échantillons, par exemple, qui seraient représentatifs, qui seraient larges. Très peu d'études longitudinales, par exemple, qui nous permettent de vraiment comme, suivre des trajectoires. Ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'études qui utilisaient des données existantes, faire des analyses secondaires. Donc, on prend une base de données où il y a déjà des informations. Là, on l'utilise pour répondre à d'autres questions qui n'étaient pas les questions originales des chercheurs, par exemple. Ce qui est intéressant là, pour mobiliser les données existantes, mais en même temps, des fois, ce que ça fait, c'est qu'il y a des variables qui ne sont pas présentes et qui auraient été importantes d'avoir pour vraiment avoir une image plus complète. Les mesures aussi qui sont utilisées, là, c'est très variable. Certaines études utilisent des mesures qui ne sont pas validées, uniquement des mesures auto-rapportées, rétrospectives, donc se rappeler de son enfance, des choses comme ça, ce qu'on sait qui est associé à des limites. Puis la représentativité aussi au niveau socio-économique et culturel. Au niveau socio-économique, contrairement à d'autres domaines d'études, ce qu'on voyait, c'est que la majorité des études étaient faites auprès de familles défavorisées, ce qui peut peut-être s'expliquer par la nature de la thématique, là, mais ça, c'est peut-être moins représentatif de ce qui se passerait dans les milieux plus favorisés. Puis une majorité d'études qui sont faites en Occident, puis aux États-Unis plus spécifiquement. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça nous donne un peu comme piste pour la prévention et l'intervention? Donc, je pense que c'est important de porter attention aux besoins des parents qui ont une historique de maltraitance, particulièrement ceux qui ont vécu une multitude de situations adverses dans l'enfance et qui présentent plusieurs facteurs de risque tels que ceux qu'on a identifiés. Les programmes de prévention et d'intervention accessibles pour les parents qui présentent des problèmes de santé mentale ou des problèmes de consommation, pour s'assurer qu'ils peuvent régler ça. Les programmes visant les jeunes mères qui présentent un historique de maltraitance, étant donné que ce serait un groupe plus à risque. Offrir des interventions systémiques pour favoriser les relations familiales positives, réduire la violence conjugale. Donc, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de facteurs au niveau des relations entre la mère et son conjoint, la violence conjugale, les relations entre les enfants et les parents, des choses comme ça. Donc, des interventions à ce niveau-là semblent prometteuses. Un peu dans le même sens, favoriser un attachement sécurisant entre les parents et leurs enfants, des comportements parentaux positifs et adéquats. Et plus largement, des politiques publiques pour réduire les inégalités, la pauvreté, favoriser l'éducation et des communautés sécuritaires, qui sont des facteurs un peu plus macro, qui ont été identifiés. Donc, on voit qu'un petit peu, je reviens avec ce modèle-là pour dire que ça nous donne des pistes d'intervention aussi, puis des portes d'entrée en travaillant la psychopathologie du parent, les relations d'attachement, le rôle parental. Ben, c'est tous des facteurs qui pourraient aider à briser ces cycles-là. Puis pour conclure, ben, ça, c'est les petits messages clés avec lesquels je voudrais que vous restiez. Donc, la continuité intergénérationnelle de la maltraitance, c'est une problématique importante, mais dont la prévalence exacte dans la population est méconnue.
La plupart des modèles théoriques qui visent à expliquer les mécanismes sous-jacents à la continuité intergénérationnelle mettent l'emphase sur les conséquences durables de la maltraitance et leur impact sur le rôle parental. Les données empiriques ont identifié plusieurs facteurs de risque et de protection, incluant les facteurs individuels, relationnels, contextuels et environnementaux. Et finalement, il est essentiel de poursuivre nos efforts afin de mieux documenter ce phénomène-là. On voit qu'on sait des choses, mais il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas bien documentées. Puis, c'est ce que j'essaie personnellement de faire, entre autres, dans les prochaines années. Donc, voilà. Ouais, maintenant, la période de questions, je crois.